Alors c'est absolument fou comme le temps passe vite. Je voulais vous donner une mise à jour sur l'avancée de notre maison inspirée des Earthships et en regardant la dernière vidéo, là où j'exposais les concepts thermiques et les circuits d'eau, je me suis rendu compte que ça fait déjà 1 an et 11 jours. Nous savions que la construction allait être longue, mais là, je suis honnêtement sur le cul. Je n'ai vraiment pas vu cette année passer. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder l'état actuel du chantier, le grand changement de toiture dans la partie serre. Je vais faire un zoom sur la gestion des circuits d'eau et exposer un problème auquel nous n'avions pas pensé. Je fais un zoom sur la permaculture au sein de l'aquaponie et nous finirons avec quelques réflexions sur la gestion du bassin extérieur. Allez, c'est parti. Alors, l'état des lieux du chantier. Faisons un petit tour rapide du gros œuvre, étape par étape. Alors, où nous sommes? La maison est grosso modo construite, elle est actuellement à moitié isolée, même une partie du crépi c'est fait, le toit est étanche et isolé, l'électricité et aussi tout ce qui est sanitaire ont été préparés. Alors, ce qui reste à faire, il y a le chauffage au sol, l'installation des équipements, les capteurs solaires à eau chaude, photovoltaïque aussi, le four en bois qui aussi alimente l'eau chaude sanitaire et le chauffage, les différentes finitions, et oui, et accessoirement aussi les fenêtres et les circuits de recyclage des eaux usées, je parle des eaux grises évidemment, et aquaponique aussi, donc tous ces circuits-là. Il faut aussi encore enterrer les puits canadiens et je suis sûr d'oublier quelque chose. Alors parlons du grand changement. Nous prévoyons maintenant une toiture en verre dans la serre en face du salon. Alors, c'est quoi le problème? Dans la vidéo précédente, j'expliquais le calcul des ouvertures, de leur inclinaison et de leur taille, en fait tout ce qui évite la surchauffe en été, en minimisant l'entrée de la lumière vraiment à la partie serre qui est plantée et aussi en captant un maximum de lumière et de chaleur en hiver pour être autonome en chauffage sans devoir brûler du bois ou faire autre chose en théorie. Mais une fois sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que le salon allait être hyper sombre. Pourquoi? Parce que notre serre, elle est beaucoup plus grande que dans un Earthship classique. Nous ne voulions pas juste recycler un peu d'eau et planter quelques plantes de décoration. Nous voulions vraiment nous nourrir de ce qu'on produit à l'intérieur. Et donc, en maximisant la surface de production, les fenêtres extérieures de la maison se retrouvent beaucoup plus loin de la zone d'habitation que dans d'autres maisons de ce type. En plus, on ne voulait pas que la lumière vienne uniquement d'un seul côté, ce qui aurait poussé les plantes à pousser de biais. Donc la solution, nous avons décidé d'installer une toiture en verre complète au-dessus de cette zone centrale pour avoir un salon baigné de lumière et offrir en même temps aux plantes un éclairage qui vienne partout un peu. Alors l'impact, premièrement, directement l'impact d'environ 30 à 40 000 euros rien que pour la verrière. Ça pique. Ensuite, un impact encore incertain sur la surchauffe estivale. Donc ce qui nous oblige déjà à réfléchir sur un système d'ombrage pour un coût encore inconnu. Mais voilà, ça confirme l'importance de notre choix pour notre climat de vraiment séparer la ventilation de la serre de celle de l'habitation. Donc nous espérons que la serre arrivera à se climatiser automatiquement quand même grâce à ces puits canadiens qui sont directement liés à la serre. Donc à voir. Troisième point. Donc le circuit d'eau aquaponique. Le constat c'est que j'espérais utiliser des airlifts pour leur efficacité afin d'acheminer l'eau des plantes vers les poissons, mais notre installation fonctionne à l'inverse de l'aquaponie classique. Ici, le niveau d'eau de nos plantes se situe en contrebas du bassin à poissons. Alors qu'un airlift qui pompe l'eau vers les plantes finirait par les inonder tout en vidant le bassin des poissons. Donc les airlifts sont impossibles dans notre cas. Dans l'autre sens, il y a aussi la contrainte physique. On a une différence d'auteur entre les deux niveaux d'eau. Donc on ne peut pas utiliser non plus un airlift qui emmène l'eau des plantes vers le poisson. Nos plantes ne flottent pas sur l'eau.
Le niveau d'eau profonde est à peu près de 40-50 cm au fond des bassins. Et donc il faudra remonter cette eau jusqu'à environ 1,20 m, ce qui est le niveau des poissons. Donc soit un dénivelé d'environ 80 cm, et il faut pomper ça sur une distance de 10 mètres. Alors nous sommes donc du coup obligés de passer sur des pompes classiques. Alors la logique du flux. Les pompes envoient l'eau purifiée des bassins à plantes vers les poissons. C'est ensuite l'excédent du bassin à poissons qui va déborder dans la maison. Ça passe par le filtre à sable et puis ça traverse à nouveau les bassins de plantes. Ainsi, le bassin des poissons reste toujours à plein à ras-bord. Et par contre, le niveau dans les bassins à plantes, il servira de tampon. Alors, quatrième point, parlons un peu de la gestion des bassins. Alors, comme je disais, les bassins, ils fonctionnent un peu comme un gigantesque filtre d'aquarium. Bon, si on regarde maintenant les trous qui ont été percés par les ouvriers, on réalise qu'il faut plutôt être en permanence sur le chantier. Donc il y a un petit raté là parce qu'ils ont percé des trous au-dessus du niveau du sol final, là où on va marcher dans le couloir. Donc évidemment ces trous doivent servir à emmener les eaux grises, donc eau de douche, etc., sous le plancher, dans le circuit des plantes aussi, parce que ces eaux grises vont y être épurées avant de servir pour les WC. Ils seront donc à refaire au bon endroit. Ensuite, comment est-ce que ça marche d'un bassin à l'autre? Il y a une égalisation des niveaux d'eau par un système de siphon. Pour que toutes les plantes aient accès au même niveau d'eau et pour garantir un niveau suffisant aussi au point de pompage, nous utilisons des siphons en U. Donc, ce sont des tuyaux de 160 mm. On mettra 2 par bassin, par muret à franchir, pour que ça équilibre naturellement les bacs. Déjà, pourquoi on utilise des siphons? C'est simplement pour permettre dans le premier bac et le deuxième bac de décompter pour avoir une eau de plus en plus pure et de moins en moins encombrée par les fibres ou sédiments à finir dans le bac à pompage pour le retour vers les poissons. Alors un détail qui était difficile jusqu'à présent pour ces siphons, c'est l'amorçage. Donc ce sont des siphons qui sont très profonds, avec des gros tuyaux qui ne sont pas flexibles. Et j'ai trouvé un moyen pour les amorcer sans devoir les fermer en bas pour les remplir par le haut. Alors, nous avons trouvé une solution simple, élégante, donc un robinet installé en haut du U. Il suffit ensuite d'y brancher une petite pompe pour aspirer l'air. Et dans les coups, si des deux côtés dans les bassins il y a de l'eau, l'eau va monter dans le U, le siphon s'amorce et après ça équilibre les niveaux d'eau simplement par l'équilibrage de la pression d'eau, peu importe par quel côté ça arrive. Nous avons quand même fait percer des trous de secours en tant que système anti-inondation au cas où que le système de siphon venait à faillir, trop de bulles d'air qui sont accumulées dans le système, etc. À ce moment-là, l'eau, au pire des cas, monterait à un certain niveau avant de s'écouler de bac en bac, de bassin en bassin, simplement par mesure de sécurité pour éviter toute inondation. Voilà. 5e point. Notre mélange d'aquaponie et de permaculture. Alors pourquoi on se refuse à une hydroponie classique, le truc classique à base de plaques de polystyrène ou de mousse flottante où on va planter directement des salades, etc. Premièrement, c'est une question de biodiversité et aussi d'esthétique. Nous ne voulons pas de bacs d'eau stagnante en surface. Nous voulons créer une vraie terre ferme qui quelque part sert aussi de prolongation du salon, donc on vit quelque part dans le jardin. Nous voulons planter des vivaces, des légumes divers et même des arbres. Puis le problème des moustiques. Même avec des milliers de litres d'eau déplacés par heure, par les siphons et autres, il n'y aura pas assez de courant vif sur la largeur de ces bacs pour empêcher la prolifération des larves. Et produire des moustiques dans la maison, non merci. Côté permaculture, alors comment on va structurer le substrat? Alors au fond, nous avons cette nappe d'eau, donc c'est dans une couche de basalte qui est ensuite protégée par du géotextile.
Le basalte déjà, ça apportera beaucoup de minéraux essentiels, donc notre nourriture, ça sert à notre médicament et notre complément alimentaire. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait à la fin de sa vie, fais en sorte que ta nourriture soit ton médicament, sinon le médicament finira par être ta nourriture. Donc on va veiller, on va faire en sorte que notre nourriture contient tous les minéraux, toutes les choses essentielles dont nous avons besoin pour rester en bonne santé. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui vient par la suite? Alors, c'est une question de bois mort et de capillarité. Alors, au-dessus, nous allons placer du bois mort. Et les fibres végétales, on va les installer à la verticale. Tout ça, c'est un peu inspiré par la centropie d'Ernst Götz. Alors, en se décomposant sur 10 à 20 ans, ce bois qui va nourrir la terre. Et vu qu'on le positionne à la verticale, donc ça c'est notre idée propre, on compte remonter l'humidité du fond vers la surface. Par cette capillarité dans les fibres, c'est un peu comme une mèche d'une bougie. Ensuite la terre, je compte compléter le tout avec notre terre argileuse, que nous aurons disponible en quantité pharaonique, parce que ça garde extrêmement bien l'humidité aussi. Ce qu'on veut éviter, c'est l'arrosage en surface. Pour nous, c'est une sorte de priorité absolue. Arroser par le haut favorise les champignons nuisibles. On a perdu plus de plantes à cause de ça qu'à cause de la sécheresse. On observe aussi dans la maison des croûtes de sel. Et après d'ailleurs aussi, on a eu des invasions de moucherons de terre. On a beaucoup souffert. Donc, en gardant les 5 à 7 premiers centimètres de terre sec en surface, et grâce à l'aide d'un bon équilibre avec les utilitaires comme les cloportes, les perce-oreilles, etc., on peut éviter ces nuisibles. Donc si la capillarité ne suffit pas, il faudrait peut-être installer un goutte à goutte. Par contre, à ce moment-là, 5 à 7 cm sous la surface, on verra ça. Ça reste à suivre. Alors, 6e point, le bassin extérieur et l'ignation thermique. Ici, il y a encore beaucoup d'inconnus. Alors, voici nos idées pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur les espèces de poissons et qu'est-ce qu'on peut accueillir et comment ça marche. Alors, la gestion de la température, c'est primordial. Nous nous sommes rendus compte que notre bassin, qui fait que 1,20 m de profondeur, c'est pas très profond. Idéalement, il faudrait être beaucoup plus profond que ça. Voilà un petit regret. Mais bon, anyway. Nous avons au moins refusé de l'isoler thermiquement. Donc les structures du sol, que ce soit les bassins poissons ou que ce soit les bassins à plantes, sont à 100% directement en contact avec le sol. C'est le béton étanchifié qui est en contact direct avec la terre. Ça nous permet d'utiliser la masse thermique du sol. Donc l'eau doit rester fraîche du coup en été et idéalement hors gel en hiver. Voilà, c'était pas notre priorité d'avoir une piscine de baignade à 30 degrés, mais l'idée c'était vraiment de produire de la nourriture. Et nous allons bien entendu observer les écarts de température sur une année complète. Donc au départ, nous pourrons y élever quelques carpes, parce que c'est des poissons qui sont peu exigeants et parfaitement bien adaptés au climat, et même aux eaux stagnantes si jamais on a un problème avec les pompes. Mais l'idée c'est d'observer l'écart de température et ensuite de pouvoir introduire des poissons qui sont adaptés aux températures que nous observons en été, en hiver et aussi au niveau d'oxygène qu'on arrive à maintenir. Un autre truc qu'on veut faire, c'est de rajouter quand même un peu d'hydroponie en été. Donc nous ferons probablement un peu d'hydroponie classique, peut-être avec un airlift quelque part dans un bassin extérieur qui tourne en boucle. Voilà, ou du coup sur les bassins de poissons, on aura des systèmes flottants. Il y aura des racines qui vont pondouiller dans l'eau, qu'on va devoir protéger avec des cages pour éviter que les gros poissons ne les mangent. Mais bon, en même temps, ça va offrir un abri qui vont protéger les œufs de poisson et aussi les alavins. Donc voilà, ça c'est un peu les idées, ça c'est un peu l'état des lieux et nos nouvelles idées. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en ferez différemment et aussi pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires.
Et si vous voulez permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo, ben mettez un like, l'algorithme fera le reste, vous pouvez le partager bien entendu directement. Et si ce n'est pas déjà fait, ben ça sera avec grand plaisir que nous vous compterons parmi nos abonnés. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette prochaine vidéo arrivera d'ici quelques semaines et quelques mois et pas au bout d'une année. Merci beaucoup et à bientôt.